Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À la fin de cette année 1944, la situation militaire est vraiment bien compliquée dans le Pacifique pour l'Empire japonais. La force japonaise est en train un peu partout de reculer face à des armées alliées composées en très grande majorité de troupes américaines, bien entendu. Il faut se rappeler l'immense empire japonais avant le mois de décembre 41 pour comprendre l'étendue du désastre que ça peut constituer pour l'état-major japonais et pour l'empereur Hirohito. Ils ont beau présenter à la population japonaise une situation idyllique sur le plan militaire, on a tendance là-bas à maquiller les défaites en victoire. La population est de moins en moins dupe, bien entendu. Elle voit que les raids aériens se multiplient, qu'ils s'intensifient. Et dans les derniers mois de 44, il faut désormais protéger l'ensemble de l'archipel et même bientôt le cœur de l'Empire. Les Japonais ont l'intention d'enrayer l'avancée des Alliés et ils décident de former des troupes militaires à une mission spéciale. Et c'est ici qu'on va trouver ce soldat de 22 ans, Hiro Onoda. Il est originaire du sud de l'archipel, lui. Ça fait 2 ans qu'il est conscrit dans l'armée impériale et déjà il est sous-lieutenant. C'est un garçon qui a les traits fins, les cheveux courts, il faut voir son képi d'officier déjà, il a beau avoir 22 ans, il a gagné ses galons, Hiro Onoda. Il a été désigné par ses supérieurs pour être formé aux fameuses missions spéciales. En septembre 44, Hiro Onoda se rend à Futamata, dans le centre du Japon, et avec de nombreux autres soldats, il va recevoir une formation intensive pour la guérilla, avec une mission qui est simple à comprendre. Ces hommes auront pour mission d'être envoyés derrière les lignes ennemies sur une des nombreuses îles que compte l'archipel et le Pacifique, qui se trouvent de plus en plus ces îles en territoire ennemi maintenant, et d'aller semer là-bas le trouble pour immobiliser, devrais-je dire, le plus possible de soldats alliés, qu'ils soient américains ou alliés des Américains. En décembre 44, au terme de cette formation spéciale, donc vous voyez, ça a duré 3 mois, les groupes sont formés et Hiro se retrouve avec un groupe de 7 soldats et on leur annonce qu'ils vont naviguer vers l'île de Lubang, une île qui se trouve au nord-ouest de l'archipel des Philippines. On est à 140 km de Manille. Elle est sur le point de passer sous contrôle américain, cette île de Lubang. Une petite garnison de soldats japonais se trouve évidemment sur l'île, mais si peu nombreuse qu'il est évident que Lubang ne va pas tarder à basculer dans le camp américain. Le petit bataillon d'Onoda aura donc pour mission d'aller mener cette fameuse guérilla là derrière les lignes américaines. Et Hiro est fier d'appartenir à cette mission. Avant de partir pour Lubang, le général Muto se présente aux officiers, il les reçoit l'un après l'autre, et voici ce qu'écrit Onoda dans ses mémoires, qui ont été publiés il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. En me regardant droit dans les yeux, il ajouta: « Il vous est formellement interdit de mourir de vos propres mains. Cela peut prendre 3 ans, 5 ans, mais quoi qu'il arrive, nous reviendrons vous chercher. En attendant, tant qu'il vous restera un soldat, vous devrez continuer à le commander. Vous devrez peut-être vous nourrir de noix de coco. Si ça devait être le cas, faites-le. Mais en aucun cas, vous ne pouvez vous donner volontairement la mort. » Le commandant, ajoute Hiro dans ses mémoires, un petit homme au visage agréable, m'avait donné cet ordre d'une voix douce. On aurait dit un père s'adressant à son enfant. Lorsqu'il eut terminé, je répondis d'un ton aussi énergique que possible: « Oui, chef !» Je me souvins alors de ce que l'on m'avait enseigné à Futamata et fis le vœu d'exécuter les ordres qui m'avaient été donnés. Moi, simple aspirant officier, je les recevais directement d'un commandant de division. C'était là un événement peu commun et je fus doublement impressionné par les responsabilités qui m'incombaient. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors le petit escadron embarque donc pour l'île de Lubang où il arrive le 31 décembre 1944. Armé jusqu'aux dents, bien entendu. Alors, il faut l'imaginer, cette île qui fait 250 km² et qui est peuplée de 10 000 personnes à peu près, concentrées majoritairement vers le nord de l'île, avec des plages paradisiaques. Évidemment, on est aux Philippines. Le centre de l'île est montagneux, couvert d'une forêt assez épaisse, exactement ce qu'il faut pour la guérilla.
Lorsqu'Onoda prend contact avec la troupe qui se trouve sur place, donc une cinquantaine de soldats, je vous le dis, ils sont là une poignée, il voit bien que ces gens-là n'y croient plus du tout. Le moral est très bas, leur envie de combattre est quasiment inexistante. Ils ne pensent qu'à une chose, ces soldats japonais, quitter cette île. Alors que Onoda, lui, à la tête de ses 6 hommes, est bien déterminé, au contraire, à se battre jusqu'au bout. Le 3 janvier, il est 8h30 du matin, le vigile posté sur le point le plus haut de l'île arrive en courant pour rencontrer Onoda et le commandant du bataillon de l'île, et il les prévient de ce qu'il a vu. On commence à apercevoir la marine ennemie. Onoda monte à son tour jusqu'au point d'observation, et ce qu'il voit là le laisse sans voix. Il y a sur l'horizon marin 2 cuirassés, 4 porte-avions, 4 croiseurs, 40 destroyers et près de 150 petits navires pour le transport des troupes. Cette flotte, pour le moment, fonce vers une autre île des Philippines, vers Luzon. Mais Lubang, qui est une toute petite île, n'intéresse pas directement les Américains, bien entendu, mais on sait très bien que ça finira par les intéresser un jour. Onoda sait que les troupes américaines ne viendront vers son île que plus tard, probablement dans quelques semaines. Alors, c'est son rôle d'organiser la défense de l'île, même s'il n'a aucune autorité sur les troupes régulières, vous l'avez bien compris. Lui, il n'a que ces 6 hommes qu'il a le droit de commander. Donc il fait ce qu'il peut pour préparer cette fameuse guérilla à laquelle il a été formé avec les hommes en question. Et évidemment, il attend. 6 semaines plus tard, le 28 février 1945, les troupes alliées se dirigent enfin vers son île, vers Lubang. Les soldats japonais ne peuvent pas du tout faire le poids. Ils sont d'ailleurs nombreux à se suicider dès qu'ils sont blessés. Onoda et ses 6 hommes ont reçu l'ordre, eux, de ne pas se donner la mort, vous l'avez bien compris. Ils doivent se battre jusqu'au bout et au terme de 4 jours de combat qui sont d'une violence absolument inouïe, la plupart des Japonais des troupes régulières se sont soit rendus, soit suicidés. Et c'est le moment maintenant de lancer la fameuse guérilla, Onoda avec ses 6 hommes. À la fin du mois d'août, Onoda découvre un prospectus sur le sol qui porte une inscription japonaise et sur lequel on a pris soin d'écrire « La guerre a pris fin le 15 août. Descendez des montagnes ». Oh, Onoda se dit non, ça c'est un piège, évidemment. Il n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Il ne sait pas que ces 2 bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki ont changé complètement les circonstances. Il ne sait pas du tout que l'empereur du Japon a entamé les pourparlers. Pour lui, la défaite du Japon est inconcevable. Ça ne fait même pas partie de ce qu'il peut s'imaginer. Alors, ce prospectus, il le déchire et il a bien l'intention, lui, de continuer la guerre. Vous écoutez Radio Classique. Ça fait maintenant 1 an qu'Hiro Onoda se trouve sur cette île de Lubang. On est au début de l'année 46, autant dire que la guerre est terminée depuis près de 6 mois. Il a entendu parler plus ou moins de ça, Hiro, mais il n'y croit pas. Et puis, rappelez-vous ce que lui a dit son supérieur. Ne vous suicidez pas. Quand ce sera terminé, on viendra vous chercher. Or, on n'est pas venu le chercher. Et avec les 3 derniers hommes qui sont là, toujours valides avec lui, bien, il continue le combat. Pour eux, c'est naturel. Et il est vrai que les soldats américains ont disparu, mais il y a des soldats philippins désormais. Et Onoda est persuadé que ces Philippins travaillent avec l'ennemi. Et il continue donc à saboter les routes, à mettre le feu à des maisons occupées par des militaires, à creuser des nids de poules sur la piste d'atterrissage. Les 4 guerrilleros, c'est ainsi qu'on doit pouvoir les appeler, se cachent dans des grottes sur les montagnes qui sont au centre de l'île. Ils ont maintenant leur repère, ils connaissent cette île comme leur poche maintenant. Et pour se nourrir, après avoir épuisé le stock de riz initial, eh bien, les 4 hommes, donc Onoda, Shimada, Akatsu et Kozuka, volent des vaches, pillent les cultures, ils font des razzias, des rapines. Une année passe comme ça, et puis une 2e année.
Et puis ça continue, on continue à, à tout essayer de faire sauter, à empêcher les convois, une 3e année, et puis encore une 4e, et en 1949, il y en a un qui déserte, c'est Akatsu. Et par la même occasion, c'est lui qui explique aux Philippins qu'il y a toujours ici des soldats japonais, ce qui explique un certain nombre de faits jusqu'alors un peu inexpliqués. Alors évidemment, on va essayer de prévenir Onoda avec notamment des haut-parleurs. On lui hurle en japonais l'ordre de se rendre. On lui jette des tracts par les airs, sauf que le tract comporte une faute d'orthographe et les 3 hommes se disent non, il n'y aurait pas eu d'erreur de japonais. Comme ça, si c'était des japonais qui avaient écrit, c'est forcément les Américains qui essaient de nous tromper. Les trois hommes sont convaincus qu'il faut continuer à se battre. Les soldats philippins traversent la forêt pour essayer de les trouver, ces 3 guérilleros, ces irréductibles. Seulement, Onoda déclare « Ils ne peuvent pas nous faire prisonniers, ni avec 50, ni même avec 1 millier d'hommes, car cette île, nous la connaissons mieux que personne. » Et ça va durer comme ça. Un jour de 1954, je dis bien 1954, un avion philippin largue un paquet. Les 3 hommes s'en emparent et à l'intérieur, il y a des lettres de leurs proches qui les supplient de revenir. Et le père d'Onoda lui dit de revenir comme l'ont fait tous ses frères. Et il envoie des photos et Onoda écrit ceci dans ses mémoires. Cette fois, les Yankees avaient employé les grands moyens. Telle fut ma réaction. Je me suis demandé comment diable ils avaient réussi à obtenir ces photos. Il ne faisait aucun doute que tout cela était louche, mais je ne parvins pas à comprendre comment ils avaient mis ce piège au point. La photo reçue par Shimada montrait sa femme et ses 2 enfants. Si elle était authentique, son 2e enfant était une fille, mais nous avions des doutes à ce sujet. C'est censé être une photo de ma famille proche, fit-il remarquer. Mais cet homme sur la gauche n'en fait pas partie. Ce n'est qu'un parent éloigné. Je crois que c'est encore une supercherie de l'ennemi. Et on pourrait multiplier comme ça tous les récits de toutes les prises de contact qu'on a tentées et qui ont tout échoué. Rien ne fonctionnait. Il y a toujours une raison pour qu'Onoda et ses 2 partenaires pensent qu'ils étaient victimes d'un piège et de supercherie. C'était une véritable impasse. Et il y a 10 ans qui vont passer comme ça. Puis 15 ans. Shimada va se faire tuer par l'armée philippine un jour sur la falaise alors qu'il était déjà blessé à la jambe après un échange de coups de feu avec des pêcheurs. Et maintenant, ils ne sont plus que 2. Il y a Onoda et Kozuka. 10 jours après la mort de Shimada, un avion survole l'île avec une grande banderole. C'est écrit en japonais « Onoda, Kozuka, la guerre est terminée » et l'avion largue des tracts. Il y a une voix qui hurle au micro ce même message et plus tard, ils vont recevoir un autre tract indiquant qu'un de leurs frères à chacun est venu sur l'île. Mais c'est toujours la même histoire, c'est toujours un leurre que les Américains ont inventé pour les attirer, les abattre. Alors si c'est pas les Américains, c'est les Philippins, mais c'est pareil. Un jour, les 2 hommes parviennent à récupérer un transistor qu'ils ont réussi à voler à des militaires philippins. Et toutes les fréquences japonaises qu'ils parviennent à écouter montrent que la guerre est terminée. Mais ils se disent « Ah, ces Américains sont très forts, ils ont monté une manipulation gigantesque. » Et il y a des années qui vont passer encore. On est maintenant en 1972. Ça fait 27 ans que la guerre est terminée. Les 2 hommes ont la 50aine maintenant, ils continuent leurs actes de guérilla en arrachant de temps en temps des cultures, en tirant sur les avions militaires qui atterrissent. Mais dans la vie d'Onoda, il va quand même y avoir un séisme là, puisque son dernier compagnon va mourir dans une rixe contre des paysans. Et là maintenant, il est tout seul. Seul à se battre pour la gloire de l'Empire du Japon dans cette guerre interminable sur l'île de Lubang. Il va continuer le combat. Il écrit « Maintenant, il ne restait plus que moi. Je jurais de combattre jusqu'au bout avant de mourir. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes maintenant en 1974. Ça fait 30 ans que la guerre est terminée et ça fait donc autant d'années qu'Hiro Onoda est en guérilla sur son île. Et maintenant, depuis 2 ans, il est tout seul, je vous l'ai dit. Et son destin va basculer le 20 février 1974. Il est dans un champ pour essayer de cueillir de quoi se nourrir. Et en s'approchant, il voit qu'il y a une tente qui est installée là. Il écrit, c'est lui qui raconte. Avançant de 5 ou 6 pas,
j'aperçus un homme qui tournait le dos au fleuve. Il était en train de faire un feu, à l'évidence pour cuisiner son dîner. Après m'être assuré qu'il n'avait pas d'arme à proximité, je l'interpellai. Il se leva et se retourna. Il avait les yeux ronds, portait un t-shirt, un pantalon bleu marine et des sandales en plastique. En me faisant face, il me salua, une fois, puis deux. Ses mains tremblaient et j'aurais juré que ses genoux s'entrechoquaient. Les habitants de l'île s'enfuyaient à l'instant même où ils m'apercevaient, mais cet homme restait là. Certes, il tremblait, mais son salut était impeccable. Il ouvrit la bouche et balbutia « Je suis japonais, je suis japonais ». Mon fusil prêt à tirer, je demandai « Est-ce que vous venez de la part du gouvernement japonais ?»« Non. »« Appartenez-vous à la Société de coopération de la jeunesse étrangère ?»« Non. »« Mais alors qui êtes-vous ? Un simple touriste ?»« Un touriste ? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Qu'est-ce qu'un touriste viendrait faire sur cette île ? Il y avait quelque chose de trompeur chez lui et j'étais raisonnablement sûr qu'il avait été envoyé par l'ennemi. L'inconnu demanda « Êtes-vous Onoda ?»« Oui, je suis Onoda. »« Vraiment, le lieutenant Onoda ?» J'acquiesçai, il poursuivit « Je sais que vous avez passé une longue et difficile période, la guerre est terminée. Vous ne voudriez pas rentrer au Japon avec moi ?» Son utilisation d'un japonais de politesse me convainquit qu'il devait avoir été élevé au Japon. Mais il allait un peu vite en besogne. Est-ce qu'il croyait qu'il lui suffisait de m'affirmer que la guerre était finie pour que je rentre immédiatement au Japon avec lui ? Après toutes ces années, j'en fus rempli de colère. Alors ce japonais, là, ce jeune touriste qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle Norio Suzuki, c'est un étudiant de Tokyo qui a forcément entendu parler de Hiro Onoda dans son pays. Hiro Onoda est devenu une célébrité, le guerriero qui ne veut pas s'arrêter. Et évidemment, il n'était pas venu par hasard dans cette île de Lubang, il était venu pour le trouver. Il s'était mis en tête, en tout cas, de le chercher. Alors il a pensé à ce qu'il ferait, l'étudiant. Il finit par tendre une cigarette à Onoda et les deux hommes se mettent à parler. Et Suzuki tente de persuader Onoda que cette guerre est terminée, mais elle n'est pas terminée depuis hier. Elle est terminée depuis 30 ans. Il demande à Onoda ce qui serait suffisant pour l'en persuader. Et là, le soldat lui répond qu'il attend un ordre contraire de la bouche de son supérieur. Et après une discussion qui va durer des heures, Suzuki lui donne rendez-vous au même endroit 2 semaines plus tard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 9 mars 1974, Suzuki est donc de retour. Il avait fait la promesse à Onoda, qui lui ne se présente pas tout de suite. Il est méfiant, il n'arrive pas tout de suite à l'attente du jeune étudiant japonais. Il regarde autour de lui et puis après des heures d'observation, il finit par avancer, par s'approcher de la tente. Et là, quelle n'est pas sa surprise quand il voit le major Taniguchi sortir de la tente. Alors évidemment, c'est plus le même. Il a pris 30 ans, lui aussi. Onoda se fige dans un garde-à-vous impeccable. « Lieutenant Onoda, à vos ordres !» Dans sa nouvelle vie, le major est devenu libraire, pour tout vous dire. Et c'est une espèce de retour dans le passé qu'il effectue là. Il a même retrouvé son uniforme, sa casquette militaire. Le major sort un papier du gouvernement. La déclaration donne ordre de cesser tout combat. Et voici ce qu'écrit Onoda dans ses mémoires. Le major fit une courte pause, puis ajouta « C'est tout ». Je restais calme, attendant la suite. J'étais certain qu'il allait s'approcher de moi et murmurer « Sacré discours, je vous donnerai vos véritables ordres plus tard ». Après tout, Suzuki était présent et le major ne pouvait pas vraiment me parler devant lui. Quelques secondes passèrent, mais il n'ajouta pas un mot. Mon sac à dos me parut soudain peser très lourd sur mes épaules. Lentement, le major Taniguchi a replié le document officiel et c'est alors que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun subterfuge. Ce n'était pas un piège. Tout ce que je venais d'entendre était vrai. Il n'y avait pas de message caché. Le sac à dos devint encore plus lourd. On a vraiment perdu la guerre. Mais comment ont-ils pu laisser faire ça ? Soudain, tout devint noir. Une tempête faisait rage en moi. Je me suis senti ridicule de m'être montré si méfiant sur le chemin qui m'avait mené jusqu'ici. Pire encore, à quoi est-ce que j'avais passé mon temps durant toutes ces années ? Peu à peu, la tempête se calma et, pour la première fois, je compris réellement la situation. Mes 30 années de guérilla pour l'armée japonaise venaient de prendre brutalement fin. C'était terminé. J'ai actionné la sécurité de mon fusil pour vider le chargeur de ses balles.
La carrière de M. Onoda s'arrête ici. Alors heureusement pour lui, le gouvernement philippin va lui faire grâce de tout ce qu'il a pu provoquer en 30 ans de combat sur l'île, et notamment de tous ces morts dont on a considéré qu'ils avaient été tués dans des circonstances de guerre, même si la guerre n'existait plus et n'existait plus depuis longtemps. Il fallait maintenant que cet homme de 50 ans accepte la vérité et accepte le cours de l'histoire, la défaite du Japon, la nouvelle configuration politique internationale où il y avait une remise à jour très importante à effectuer. Dans son pays, Hiro Onoda était déjà une célébrité. Il est devenu un héros et d'ailleurs il va profiter de sa notoriété pour créer un stage de survie en pleine nature pour faire partager les connaissances qu'il avait acquises pendant ces décennies d'une guérilla forcenée. Ces mémoires, il les écrira beaucoup plus tard. Il les écrira en 2014. Oui, en 2014. Il ne mourra en effet qu'à l'âge de 91 ans. Vous écoutez Radio Classique.